C'est un monstre de feu qui dévore tout sur son passage. L'incendie du siècle en Gironde. On a évidemment une énorme pensée pour les sapeurs-pompiers qui luttent pied à pied avec une énergie folle malgré la fatigue contre cet incendie. Et nous sommes justement, on va donner la parole dans un instant bien évidemment à nos deux débatteurs, deux chroniqueurs, Sébastien Ligné et Vincent Roy. Mais nous sommes en direct sur Europe 1 à 13h19 avec Bruno Ménard. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers de France. D'abord, dans quel état de fatigue sont les pompiers sur le terrain ? Ils sont épuisés, lessivés, fatigués, mais ils tiennent bon. L'état de fatigue, oui, est vraiment très très important. Ils font face, comme vous le dites, à un ogre que l'on a en face de nous. On ne sait pas comment faire. Les services de secours sont un petit peu dépassés et désorientés sur le terrain. C'est historique, c'est la première fois. Comment ça se passe pour eux sur le terrain ? Vous parlez de fatigue extrême, comment ça se traduit ? Comment ils font pour justement éviter que la fatigue prenne le dessus ? Ce sont les nerfs, l'adrénaline, l'envie de se surpasser pour faire face à une catastrophe annoncée. La journée classique d'un agent sur place, c'est 16, 17, 18 heures de travail sur le chantier. Les feux, on les appelle vulgairement chez nous le chantier. C'est 2 à 4 heures de sommeil dans la nuit, pas plus. Un petit peu pour se restaurer. 30-35 minutes pour se restaurer et ça repart. Et on a vu des gestes de solidarité, des habitants, même des kinés venir masser les pompiers. C'est exceptionnel. Et la solidarité qui est en train de se mettre en place sur les feux, c'est vraiment exceptionnel. Si initialement le feu est combattu par les pompiers, aujourd'hui le feu est combattu également par les militaires, par la gendarmerie, par la police, par les kinés, par les restaurateurs qui viennent, par les agriculteurs qui viennent de toute la France. Quel élément de solidarité! Et moi, quand je vois tout ça, j'ai envie de dire il faut repenser notre système de sécurité civile, remettre le citoyen au cœur de la sécurité civile, et toutes les compétences sont bonnes à prendre et peuvent venir s'imbriquer dans un système. Mais c'est-à-dire repenser, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus efficace, pour aider justement les pompiers pour éviter ces méga-feux ? Alors, il y a déjà un constat qui est simple et ça parle de lui-même. En l'espace de 25 ans, un tiers des centres de secours en France ont disparu. Lorsqu'on lutte contre les feux, on sait très bien que les premières minutes sont décisives. Et pourquoi ils ont disparu ? Pardon, je vous coupe, mais pourquoi ils ont disparu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas assez de budget ? Pas assez de budget. On tire de plus en plus sur les sapeurs-pompiers volontaires, donc il y a de plus en plus de pompiers volontaires qui arrêtent. Là, on a des centres dans les Vosges et dans la Meuse qui disparaissent parce que à force de tirer sur un pompier volontaire, mais le pompier volontaire il arrête. Un pompier volontaire, c'est un étudiant, un salarié, un ouvrier, un chef d'entreprise. Tout le monde peut devenir sapeur-pompier volontaire, mais on a une activité professionnelle à côté. Donc quand vous demandez à un pompier volontaire de faire 100, 110, 120 heures de garde et d'astreinte par mois en plus de leur emploi à côté, ça ne peut pas tenir. Il reste combien de temps ? Ils sont 200 000 en France, ces sapeurs-pompiers volontaires. Ils font un boulot incroyable. Combien de temps il reste sapeurs-pompiers volontaires ? C'est quoi la moyenne ? Alors, officiellement, les chiffres, c'est 11 ans. Mais on sait très bien que les pompiers volontaires restent de moins en moins longtemps. On dit aujourd'hui qu'un jeune sur 2 en France qui rentre pompier volontaire ne termine pas sa formation. Donc on a les anciens, parce que c'est trop contraignant. Trop contraignant quand on vous demande de prendre la moitié ou les 3/4 de vos vacances pour aller faire des formations. Lorsqu'on vous demande de faire des formations dans tous les sens pour rester opérationnel, à un moment donné, c'est très contraignant. Vous savez, au bout de quelques années, quand vous faites réveiller 2 fois, 3 fois la nuit, vous en avez marre. Au début, c'est excitant, vous dites « je pars en intervention ». Et quand vous arrivez au bout de quelques années, vous dites « il faut encore y retourner ».
Et quand vous allez sur place après derrière, sur les interventions, la plupart du temps, ce sont des interventions qui ne nécessitent pas de moyens de secours. Bruno Ménard, secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires. Vous êtes en direct sur Europe 1. Merci pour ces mots, pour ces explications. Et Vincent Roy, qui est journaliste et essayiste, a une question pour vous. Oui, bonjour. Une question double. Est-ce que vous êtes soulagé par le soutien de l'armée, puisqu'on a sollicité l'armée à vos côtés? Est-ce que ça vous soulage? Et deuxième question, est-ce que vous souffrez du manque de Canadair? Alors, l'armée, bien sûr, l'armée qui est arrivée avec l'arme du génie, par exemple, pour faire les tranchées. Les tranchées, ça va nous soulager à terme. On dit, voilà, on anticipe un petit peu les choses. Nous avons la brigade militaire de la sécurité civile qui est là. Nous avons la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Lorsque vous avez toutes ces composantes militaires qui arrivent de partout en France sur un feu, vous vous dites waouh, on est quand même une belle famille. Et concernant les Canadair, on n'en a pas prévu assez, c'est simple. Pas facile d'anticiper, je ne veux pas non plus tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Il n'est pas facile d'anticiper, il y a des contraintes budgétaires, c'est une réalité. Néanmoins, en tant que politique, quel que soit le bord politique et quel que soit le niveau, que ce soit les maires, les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux, le Premier ministre, ils ont été élus, ils se sont proposés aux élections, ils ont été élus. Faire de la politique, c'est faire des choix, prendre des choix, faire des choix. Et lorsque les choix qui ont été pris ne sont pas efficaces, on doit en avoir les conséquences. Alors Bruno Ménard, ce qui est un peu paradoxal, c'est que hier soir, sur France 2, Laurent Nunez, qui est le ministre de l'Intérieur, a dit « la France est suffisamment équipée ». Et là, vous êtes en train de dire le contraire. Oui, enfin le ministre de l'Intérieur, ça fait un petit moment qu'il nous dit des choses. J'en parlais tout à l'heure avec un de mes référents. Il y a une semaine, le directeur général de sécurité civile disait tout va bien, on est assez. Alors comment ça se fait qu'on envoie 1500 militaires en l'espace d'une semaine pour aider les sapeurs-pompiers? Non, il faut. C'est un discours de politique et que là, par contre, ces discours-là commencent très très sérieusement à agacer les personnes qui sont sur place. Alors Bruno Ménard, nous sommes également avec Sébastien Ligné dans ce studio, et Sébastien, qui est journaliste et chroniqueur politique, a une question pour vous. Non, parce que vous avez parlé du fait que c'est difficile d'anticiper, mais là où je m'inscris un petit peu en faux avec ce que vous dites, c'est que déjà c'est le but premier d'un politique, d'anticiper. Et on ne peut pas dire, et vous le savez très bien puisque vous êtes en première ligne, qu'on a appris cette année que les feux de forêt allaient se multiplier avec le réchauffement climatique. On n'a pas appris cette année que les feux deviennent de plus en plus violents, de plus en plus nombreux et durent de plus en plus longtemps. Ça, on le sait. Et d'ailleurs, les politiques savent très bien que ces feux vont se multiplier dans les prochaines décennies et que même d'un point de vue géographique, l'air un petit peu rêvé de ça se restreignait simplement au sud-ouest ou au sud-est va être terminé et bientôt ce sera partout. Alors bon, vous le savez, comment ça se fait que les hommes politiques semblent se réveiller extrêmement tardivement? Parce que, pardon, ces Canadair, ça fait 5 ans qu'on en parle. Oui, vous avez raison. On sait tous que ça va arriver. Ce qu'on ne savait pas, c'est quand. L'année dernière, nous avons eu 30 et quelques mille hectares de brûlés. C'est en 2022, nous avons eu 61 000 hectares. Le record, ça a été 1976 avec 80 000 hectares. Vous savez, avec nos outils, on a simulé début juillet le nombre d'hectares qu'on pourrait avoir de brûlés par rapport aux premiers chiffres que nous avions. Et alors nos outils à nous disaient entre 70 et 100 000 hectares. Et quand on a vu les résultats, je me dis mais non, c'est pas possible, on ne peut pas balancer à la presse que nous risquons d'avoir 100 000 hectares de brûlés. Ouais. Et là, quand je regarde les chiffres aujourd'hui... Et là, les chiffres sont incroyables et nous font froid dans le dos, évidemment. Question sur cet incendie, combien de temps il va durer? Est-ce qu'on va pouvoir le maîtriser rapidement en Gironde? Là, je vais vous dire, en septembre, on y sera encore. Hein. Oh. Et pourquoi C'est un incendie, on a des opérations d'extinction, donc c'est la phase visible. Et après, derrière, il va y avoir les opérations de noyage, parce qu'un incendie se propage
en hauteur, ce que l'on voit, et également dans le sol. Et le sol, il faut aller percer avec les lances, noyer pour pas qu'il y ait de reprise. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a dit que ça allait durer très longtemps. Merci beaucoup Bruno Ménard, secrétaire général du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires. On retient donc un manque de moyens, vous venez de nous le dire sur Europe 1, et un feu qui va perdurer très longtemps, en particulier en Gironde. Sébastien Ligné, Vincent Roy, j'aimerais vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre, avec un sapeur-pompier qui est totalement démuni, manque de moyens, avec un feu qui se propage à une vitesse affolante. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Il y a des pompiers qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut un peu les réconforter? D'abord, le premier. Oui, j'espère, mais enfin, la situation est tout de même extrêmement périlleuse. D'abord, la première chose qui vient, le premier sentiment qui nous étreint, si j'ose dire, c'est tout de même la colère. C'est la colère, pourquoi? Parce qu'on n'a rien prévu. Parce que les modèles, on vient de nous le dire d'ailleurs, les modèles étaient là, on pouvait se représenter ce qui allait arriver, et comme le rappelait Sébastien il y a une minute, gouverner, c'est prévoir, et on n'a rien prévu. Ça veut dire qu'on a des politiques qui n'ont pas su anticiper, ce qui est vrai. Mais on a l'impression que c'est le même discours aussi pour les climatisations, pour la chaleur. On n'anticipe jamais. C'est ça pour tout. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait de la politique en gérant des urgences. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique normalement. C'est absolument pas comme ça. C'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et là, rien n'a été prévu. D'autant que, compte tenu des modèles que nous avons et du réchauffement climatique sur lequel tout le monde s'accorde, c'est une réalité. Il ne faut pas être grand clair pour s'apercevoir que des choses vont arriver. Ce qui est vrai pour cette année sera sans doute vrai l'année prochaine. Aura-t-on mieux prévu l'année prochaine? Je n'en suis pas certain. Sébastien Ligné, vous nous éclairez sur ces histoires de Canadair. On en parle depuis quelques jours. On n'en a pas assez, on en a assez. Le ministre dit qu'on en a assez. C'est compliqué. Non, mais c'est-à-dire qu'en 2022, Emmanuel Macron fait une promesse. Oui. Il dit, après les fameux feux monumentaux, il dit voilà, on a 12 Canadair, c'est pas assez. L'Espagne en a 25 à titre de comparaison. On va passer à 16. Ils en ont 4 fois plus au Canada. Bon, c'est eux qui les construisent, mais quand même. Mais bon, l'Espagne a aussi une situation géographique plus propice au feu, mais ils sont préparés, ils en ont 25. Il y a un feu à Madrid. Et d'ailleurs, chaque année, ils nous en prêtent quelques-uns. Et donc, Emmanuel Macron dit en 2022, on va passer à 16 Canadair, et non seulement on va passer à 16 Canadair, mais on va rénover les 12 présents, parce que les 12 ont une moyenne d'âge d'environ 30 ans d'exercice, et au bout de 30 ans d'exercice, ces Canadair, ils sont vieux, ils sont abîmés, une fois sur deux, ils démarrent pas. Et donc il dit, on va faire un grand lifting. Le problème, c'est que on a eu des coupes budgétaires, qu'il y a eu des choix qui ont été faits, des choix politiques, et qu'il a été décidé en 2025 et des mauvais choix. Ah bah bien sûr, de couper l'aide à ces Canadair, et donc on a retardé la livraison et la commande de ces Canadair. Ce qui fait que en ce moment, cette année par exemple, on en a toujours 12, qu'il y en a 2 qui doivent arriver dans les prochaines années. Et donc mais il en faudrait combien? Mais c'est-à-dire que déjà, si on en avait 12, ce serait déjà pas mal. Parce qu'on en a la moitié, on l'a eu la semaine dernière, l'un des pilotes Canadair qui nous disait la moitié hors d'usage. Parce qu'il faut les réparer, etc. Bien sûr. On en a 12 et chaque année, il y en a entre 3, 4, voire 5, cette année c'est 5, qui restent au sol. Donc on n'en a même pas 12 en réalité, on en a 5, 6 chaque année. Bon, c'est intenable. C'est intenable. Et d'ailleurs, c'est tellement intenable que le pompier qu'on a eu, qu'on a entendu à l'instant, le reconnaît volontiers. Ce à quoi le gouvernement Enfin, il y a quand même eu cette semaine un coup de com' extraordinaire avec la 400M. Ah voilà, j'allais vous poser la question. La 400M. Est-ce que c'est vraiment... Alors cet Airbus, c'est un Airbus militaire. Oui, ils ont été l'équiper, je crois, avec en Espagne, pour pouvoir larguer ce produit retardant. Oui. Et donc il y a eu des images partout. On l'a vu, c'est superbe, c'est beau, etc. Est-ce que ce sont des images de la communication ou est-ce que c'est vraiment efficace? Non mais attendez, les pilotes, les premiers vous disent c'est absolument pas efficace, voire dangereux, parce que c'est pas un avion qui peut voler, qui a la possibilité de voler à très basse hauteur, disent-ils. Ils ne parlent même plus d'altitude, ils parlent de hauteur, que ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis surtout, en termes de rotation, c'est extrêmement compliqué. C'est pas aussi maniable qu'un Canadair. Bon, donc, il y a une vraie difficulté avec cet A400M. C'est pas la solution. La seule solution, c'est Canadair. Oui, alors attendez, parce qu'il paraît que cet A400M, il y a plus de litres à déverser. Oui, mais attendez. Plus important. Oui, sauf que le Canadair déverse ces litres de retardant
sur le feu. Oui. L'A400M, c'est pas sur le feu, c'est en prévention, c'est-à-dire que pour arrêter le feu, on ne fait pas larguer sur le feu. C'est deux manières différentes d'envisager les choses. C'est pas du tout la même chose. Ça ne sert pas pour les mêmes enjeux, si vous voulez. Donc, non, ça c'est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment un coup de com'. Et puis dernière chose, on a quand même une industrie aéronautique on sait faire, quoi, les attendez, avions. alors là, on est parmi les meilleurs. Bon, on sait tout faire. Meilleurs, sauf qu'on est incapable de fabriquer un Canadair. Bon, attendez, alors, il y a je crois qu'il y a une société, je regardais une société française qui est en train de faire une sorte de Canadair. Il n'y en a pas une, il y en a trois. Il y a trois sociétés qui essaient... alors pourquoi on ne le recommande pas ? Attendez, il y a trois sociétés, le processus est absurde. Trois sociétés auxquelles l'État donne de l'argent, on est incapable de les réunir, ces trois sociétés. Donc vous voyez bien, encore une fois, on n'a rien prévu. On ne gère que de l'urgence. C'est pas en 2026 qu'on commence à créer Sébastien Ligné. Non mais et puis ça illustre aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que pendant des décennies, nos dirigeants, tous, droite et gauche, ont toujours dit, bon, mais au pire, il y a la coopération européenne. Voilà, il y aura la coopération. Oui. Même si nous, on manque de souveraineté, on aura toujours les voisins pour nous aider. Sauf que cette idée-là, de la même manière qu'au moment du Covid avec les masques, cette idée de la coopération mondiale, bon, au pire, ils nous donneront les masques, et ben, c'est en train de voler en éclats. Parce que évidemment, quand un pays, et ça arrive de plus en plus, a ses propres problèmes avec ses incendies, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Enfin, d'ailleurs, le Portugal, ils n'en ont pas, parce qu'ils comptent sur les Espagnols. Et ben, qu'est-ce qu'ils font, les Espagnols ? Et ben, ils gardent leur Canadair pour eux. C'est normal. Ils gèrent leur propre incendie. D'aide européenne, ça marche pas. Mais ça marche quand les autres voisins n'ont pas de feu. Mais dès qu'il y a un feu, évidemment, ils sont pas idiots, ils sont sympas. Mais enfin, ils gardent les Canadaires pour chez eux. Dans Europe 1 Info, on accueille un nouvel invité. C'est le professeur Bruno Mégarban, chef du service réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci infiniment d'être là avec nous. On va évoquer l'un des autres volets de cet incendie, les conséquences qui peuvent être gravissimes pour la santé à la fois du personnel qui agit sur ces incendies, mais aussi des habitants, des vacanciers. Ce sont bien sûr les fumées dégagées. Il y a 4 départements dont l'alerte dépassement particules fines donc a été déclarée. Donc c'est très compliqué pour ces personnes. Bon, professeur, d'abord pour bien comprendre, de quoi sont composées ces fumées ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, dans les fumées, il y a d'abord des gaz, dont certains sont toxiques, comme le monoxyde de carbone, comme des composés organiques volatiles, comme des hydrocarbures aromatiques polycycliques, comme des métaux lourds. Donc, ce sont des gaz qui peuvent provoquer des dangers importants pour la santé, notamment le monoxyde de carbone peut tuer quelqu'un. Alors évidemment, ces gaz sont concentrés aux abords du feu. Donc les personnes exposées principalement à ces gaz sont les pompiers. C'est pourquoi lorsqu'ils vont aller pour éteindre les feux de forêt, ils doivent revêtir des masques à gaz, entre guillemets, c'est-à-dire des masques avec des cartouches filtrantes. Par ailleurs, qu'est-ce que ça peut provoquer sur le long terme, ces fumées ? Il y a le court terme et puis le long terme. Alors, on va dire, ça, ce sont les gaz. Mais dans les fumées, il y a également des particules en suspension. Et ces particules en suspension sont soit de grosse taille, ce sont des suies, des cendres, et celles-ci sont essentiellement dangereuses à proximité du feu, mais également des microparticules. Et c'est ça que l'on craint. Pourquoi ? Parce que ces microparticules qui ont des diamètres quasiment de moins de 1 micron peuvent être transportées sur de longues distances, plusieurs centaines de kilomètres par les vents, donc à distance du feu. Oui, et donc la population est exposée à ça. Oui. Alors cette population qui nous écoute, qui est en Alsace ou qui est en Dordogne, qui a senti qu'il y avait des odeurs de fumée, est-ce qu'il faut être inquiet ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'elles doivent se protéger ? Est-ce qu'il faut aller à la pharmacie prendre un masque ? Il faut relativiser évidemment l'inquiétude. J'allais dire, ce sont des produits de combustion qui sont essentiellement irritants. Donc en fait, si vous avez une maladie respiratoire, une maladie ORL, une maladie dermatologique, le fait d'avoir le dépôt de ces microparticules sur vos muqueuses peuvent entraîner une inflammation et donc par exemple une crise d'asthme si vous êtes asthmatique, une décompensation d'une bronchopneumonie chronique obstructive, etc., une décompensation de votre dermatose cutanée. Donc évidemment, ces personnes un peu vulnérables doivent plutôt rester chez elles et si elles
décide de sortir, revêtir un masque FFP2. Oui, voilà. Mais Donc, professeur, pour qu'on explique bien, donc, mais on le sait depuis le Covid, le masque FFP1, donc voilà, c'est le masque chirurgical, mais là, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Il y a le masque Non. FFP2, mais attendez, il y a le masque aussi FFP3. Alors, c'est quoi la différence entre le FFP2 et le FFP3? Et est-ce que le FFP3, on peut le trouver aussi en pharmacie? Alors, on peut tout trouver évidemment, mais ce qui a été mis à disposition de la population de façon gratuite dans les régions concernées, ce sont les masques FFP2. La différence est uniquement la qualité de filtration des particules. Plus vous montez en nombre, entre guillemets, et plus vous filtrez des particules de plus petite taille en pourcentage plus important. Mais les masques FFP2 sont suffisants parce qu'évidemment, c'est toujours un ratio entre le fait de supporter le masque pendant un certain nombre d'heures et le fait d'avoir une filtration suffisante. Plus vous allez vers un masque complexe et plus c'est difficile à tolérer pour une période prolongée. Professeur, et les bébés, comment on fait? Alors bon, en pratique, je crois qu'il vaut mieux ne pas les sortir si vous êtes dans une région où il y a des fumées et des odeurs importantes de brûlés. Voilà, malgré tout, si jamais le bébé sort, c'est pas non plus la fin du monde. Vous voyez, il faut toujours relativiser. En fait, c'est une exposition unique. C'est pas pareil que quelqu'un qui est exposé tous les jours à ce type de particules, où là, effectivement, il peut y avoir des dangers en termes de maladies systémiques, c'est-à-dire de maladies neurodégénératives, de cancérologie éventuellement. Mais là, une exposition unique ne pose pas beaucoup plus de problèmes. Malgré tout, professeur, quand on peut ne pas sortir. Oui. Alors, professeur Vincent Roy, vous avez une question pour vous? Oui, pour ce qui est des personnes Bonjour. Pour ce qui est des personnes les plus fragiles, je pense aux EHPAD, aux personnes âgées, effectivement. Là, vous leur conseillez évidemment de ne pas sortir, de rester dans l'EHPAD et de ne surtout pas sortir. Oui, tout à fait. On va dire c'est le conseil, on va dire logique et de précaution, c'est de limiter ses déplacements, de rester le plus souvent à l'intérieur où l'air est plus propre, de garder les portes et les fenêtres fermées, de n'aérer que lorsque les conditions le permettent, éventuellement de fermer avec des linges humides s'il y a des trous d'aération, et puis évidemment de surtout ne pas faire d'activité physique ou sportive à l'extérieur pour ceux qui peuvent en faire. Donc je dirais c'est un moment probablement un peu court dans le temps, puisqu'en fait, plus le temps passe et plus, par rapport à le contrôle des incendies, et plus la densité des gaz et des microparticules va diminuer. Mais pour le moment, effectivement, les autorités sanitaires, dans les régions concernées, dans les départements concernés, recommandent de ne pas sortir lorsqu'on est vulnérable. Et on parlait des masques FFP2, vous nous rassurez, on en a suffisamment? Alors, moi je n'ai pas... rassuré, là, par votre réponse. Ça recommence. 1,5 million de masques FFP2 ont été livrés en Gironde. Exactement. Donc je dirais, je ne connais pas le nombre de masques FFP2 disponibles dans les réserves de l'État, mais je crois que, au vu des dernières épidémies, notamment de la Covid, ils ont fait les réserves et je crois que pour le moment, pour le distribuer dans les quelques départements concernés par les feux, il y a largement de quoi faire.